sanidad, hemos batu son universidad, temos la pena no Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les universitaires prennent la parole. C'est la date anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Permettez-moi tout d'abord de donner la parole au professeur Alain Di Meglio, qui est vice-président du conseil d'administration, en l'absence de notre président qui a eu un empêchement. Bien, merci Bruno, merci de nous accueillir au Spazio Natale Lugiani du Centre culturel universitaire. Oui, nous célébrons aujourd'hui la laïcité à travers cette journée, à travers cet anniversaire de séparation de l'Église et de l'État. Juste deux mots en introduction pour dire que la laïcité est consubstantielle de l'université telle que nous la vivons. D'abord par le droit, puisque c'est dans ses statuts, c'est dans le code de l'éducation, mais est-il besoin du droit pour dire que la laïcité que nous pratiquons, que nous défendons ici, fait aussi partie de nos valeurs, puisque l'Université de Corse, comme les autres universités en France et puis bien d'autres dans le monde, s'interdisent tout prosélytisme, donne la place, bien entendu, à toute l'expression démocratique, à la libre expression et bien entendu à la libre critique. Donc, dire que la laïcité est une valeur pour l'université m'apparaît ici comme une évidence, mais encore faut-il bien le marteler, car c'est vraiment une route de laquelle nous ne comptons pas dévier, bien entendu, en ces temps difficiles où le concept se trouble de diverses acceptions, de diverses difficultés, et bien entendu, nous sommes là pour dire, chacun un petit peu dans nos spécialités, comment nous l'interprétons, comment nous le pratiquons, puisque je pense que nous allons pouvoir dégager aussi quelques spécificités de la parole de l'Université de Corse dans le concert et dans le grand consensus de la laïcité. Voilà, donc bonne séance à tous et merci Bruno, encore une fois, pour cette initiative. Merci Alain. Notre président de l'Université de Corse, Dominique Federici, est très attaché à cette thématique. Et d'ailleurs, il m'a confié la mission de la laïcité. Et s'il le peut, il nous rejoindra en cours de séance. Voilà, alors nous avons effectivement décidé de proposer cette table ronde aujourd'hui. Je remercie les collègues qui ont bien voulu y participer. D'abord parce que tous les ans, à la date anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, depuis 2016, à l'INSP et à l'université, nous proposons une journée laïcité. Je rappelle d'ailleurs, à ce titre, qu'un ouvrage a été publié au titre de la journée laïcité de 2016, La laïcité pour vivre ensemble avec nos différences, où un certain nombre de collègues d'universitaires avaient écrit un article. Cette année, les conditions sanitaires vont nous obliger à reporter cette réunion habituelle au printemps. Nous espérons la réaliser alors. Mais nous voulions tout de même parler et nous adresser non seulement à l'université, mais à la communauté universitaire tout entière, aux étudiants et à la société corse, grâce aux ressources multimédia du Centre culturel universitaire, dont je salue ici le directeur Nicolas Sorba. Je signale aussi que la bibliothèque de l'Université de Corse va mettre incessamment en ligne sur son site un mur interactif appelé Padlet, où vous pourrez retrouver une documentation sur le thème et les thèmes que nous allons aborder. Et puis, nous ne pouvions pas rester silencieux, particulièrement aujourd'hui, au lendemain des événements tragiques de Conflans-Sainte-Honorine qui ont vu l'assassinat barbare d'un professeur d'histoire qui se préoccupait d'enseigner la liberté d'expression. Nous ne pouvions pas nous taire non plus après les propos qui, dans les médias et de la part de certains responsables politiques, ont introduit une part de confusion sur le rôle même de la laïcité dans l'éducation et dans la recherche.
Nous voulions dire que la laïcité, nous l'avons toujours pensée ici sous l'angle de la diversité. La laïcité n'est pas une arme de guerre contre les religions, comme certains le pensent, mais plutôt la condition d'un espace de liberté d'expression, de liberté de culte, et aussi de liberté d'éducation, de formation, de chercher, de produire des connaissances, c'est notre rôle, et pour les plus jeunes, de former la liberté de conscience. Je voudrais rappeler très rapidement les sources de la laïcité appliquée à l'éducation. En France, c'est Condorcet qui, dans son projet de décret sur l'instruction publique de 1792, avait donné forme à ce projet en marquant une différence irréductible entre croire et savoir. Les opinions et les croyances relèvent de la liberté individuelle, elles doivent être protégées, bien sûr, et l'école, pour sa part, transmet plutôt des connaissances. Au nombre des opinions, Condorcet comprenait les croyances religieuses et aussi les opinions politiques, par exemple. L'école publique ne devait chercher ni à les répandre, ni à les réfuter. Donc c'est l'instruction de la vérité démontrée, la vérité scientifique, qui est, la spécificité de l'instruction publique. La laïcité est aussi une pierre angulaire du lien social. Et elle repose sur 3 valeurs que je me permets de rappeler très rapidement, qui sont indissociables. Il y a la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de culte, qui est la liberté de choisir une religion, et l'égalité en droit de toutes les opinions religieuses, spirituelles, philosophiques. Pas plus qu'il ne défend un dogme religieux, l'État laïque ne promeut une conviction athée, par exemple, ou agnostique. Pour que chaque citoyen puisse se reconnaître dans l'État, eh bien, la laïcité soustrait le pouvoir politique à l'influence dominante d'une opinion particulière, d'une option spirituelle ou religieuse, afin que chacun puisse vivre paisiblement dans la société. Mais je voudrais dire aussi que la laïcité, c'est un peu plus que la neutralité, simplement. La laïcité, on le voit bien ces jours-ci, ces dernières semaines, c'est un engagement. La laïcité, c'est un engagement citoyen pour faire respecter un espace commun, hôte de la diversité sous toutes ses formes, religieuses, plus largement culturelles, linguistiques, nous en parlerons tout à l'heure, et cette diversité de toutes les femmes, de tous les hommes qui vivent sur un territoire. C'est donc un espace de liberté. Je voudrais citer Jean Jaurès dans un article de 1908. Je cite « Il n'y a que le néant qui soit neutre. Rien n'est plus facile que cette sorte de neutralité morte. Il suffit de parcourir la surface des choses et des événements sans essayer de rattacher les faits à des idées, d'en pénétrer le sens, d'en marquer la place. Le difficile pour le maître, c'est de sortir de cette neutralité inerte sans manquer à la justice et à l'égalité. » L'université, puisque nous sommes ici à l'Université de Corse, eh bien, c'est un lieu de production de connaissances, un espace de liberté intellectuelle et de tolérance. C'est un espace public d'intérêt général. C'est pourquoi l'Université française et l'Université de Corse bénéficient d'une sorte de franchise à l'égard de l'expression et de la circulation des idées et des opinions. La recherche universitaire, la recherche de la vérité scientifique coexiste ici avec le respect de la diversité des opinions et des croyances. L'université accueille des publics adultes qui sont aptes à exercer leur liberté de conscience et de culte sans devoir être obligés de ne pas porter un signe religieux ou un autre. Il n'en demeure pas moins vrai que à l'université, toute pression sur autrui, toute tentative d'emprise morale, religieuse, philosophique, politique, porterait atteinte au principe de la laïcité. C'est la raison pour laquelle l'Université de Corse, comme toutes les autres, s'est dotée d'une mission laïcité de lutte contre les discriminations, contre les racismes, contre l'antisémitisme, qui m'a été confiée donc par sa présidence. Puisque nous sommes à l'Université Pascal Paoli, je voudrais rappeler que Pascal Paoli considérait, d'ailleurs comme Napoléon Bonaparte, que, je cite, « La religion, fondement de la morale, est utile à la société ».
La religion étudie la société. Mais pour autant, Pascal Paoli s'est employé à limiter l'intervention du clergé dans le domaine du politique et il a fait bénéficier des droits civiques les croyants de toute religion, comme les incroyants. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier thème de cette table ronde, justement intitulé « La laïcité et les religions, des malentendus à dissiper ». Nous entendrons successivement Eugène Gherardi, qui nous parlera du respect des religions et de la démocratie dans la Corse de Pascal Paoli sur le chemin de la modernité, puis le professeur Dominique Verdoni, qui traitera du religieux en posant la question de savoir s'il s'agit du cultuel ou du culturel. Je vous invite, mes chers collègues, si vous voulez bien, à vous asseoir à cette table. Merci. On m'entend ? Oui. Merci Bruno. Alors, aborder la question de Paoli et de la tolérance religieuse et des religions dans la Corse du XVIIIe siècle m'oblige d'emblée à faire quelques précisions, à apporter quelques précisions utiles. Paoli, c'est un homme de son temps, c'est un homme, je dirais, qui, comme tout grand homme, vous avez cité Napoléon, est ce que Paul Valéry disait de tout grand homme. Il est, comment dirais-je, un ensemble de contrastes harmonieusement assemblés. Hein, et par conséquent, je crois qu'il y a une idée qu'il faut chasser de notre esprit, c'est celui d'un Paoli. Dans l'imaginaire corse et puis dans l'histoire de la Corse, il y a deux figures qui s'affrontent. Paoli qui serait présenté comme une sorte de croisé, je dirais, au service de la religion catholique, et d'autre part, un Paoli qui s'opposerait farouchement aux prérogatives, aux droits de l'Église sur la société corse. Donc il est un homme de son temps. Il est un homme de son temps et il est un Européen de son temps, c'est-à-dire qu'il revendique ce triple héritage qui est à la fois l'héritage grec, qui, je dirais, dans la culture européenne, a imposé un système de pensée qui repose essentiellement sur la géométrie et sur autre chose également. Il revendique l'héritage chrétien, et cet héritage chrétien, il a imposé une partie de la morale, je dirais, des fondements moraux à la culture européenne, et puis également l'héritage romain, tout ce qui relève des fondements de la culture juridique. Alors, je sais que le temps est limité. Paoli, c'est un homme de son temps et c'est un homme qui, par rapport à la question de la laïcité, même si dans aucune de ses lettres, ça a été quelqu'un qui a écrit tout au long de sa vie, il aborde assez rarement, le mot même de laïcité apparaît rarement, mais c'est quelqu'un qui a une relation, je dirais, à l'Église et à l'Église catholique romaine, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de la Rome pontificale au XVIIIe siècle, qui est un État, hein, un pouvoir qui est à la fois spirituel, temporel et spirituel. Il est issu d'une famille qui est une famille qui a eu souvent maille à partir avec le clergé corse. Hein. Ça, on l'oublie trop souvent. Le père a eu énormément de procès avec les prêtres du Roustine. Ou le grand-père de Pascal Paoli, qui était meunier, avait eu également maille à partir avec un riche chanoine de Bastia. Donc, c'est quelqu'un qui est sincèrement croyant, mais qui défend une idée de la religion qui sera une idée que l'on retrouvera ensuite tout au long du XVIIIe siècle, mais même au XIXe siècle. Si je devais la résumer, c'est le mot, par exemple, de Victor Hugo à l'Assemblée nationale en 1850, « l'État chez lui, l'Église chez elle ». Hein. Il est soucieux du respect, je dirais, de l'autorité de l'Église qui doit, bien évidemment, conserver les missions qui lui sont assignées, affectées dans la société corse du XVIIIe siècle, qui sont importantes, mais il veille aussi à mettre le clergé, notamment le clergé séculier, au pas. Hein. Il les soumet, par exemple, au moment où il s'empare du pouvoir, et puis pendant tout l'épisode de la Corse paoline, il reprend la main sur la dîme, il
il sermonne un certain nombre de prêtres, voilà. Mais on est dans une Corse qui est une Corse du XVIIIe siècle, où en fin de compte, le clergé a toujours été, et notamment le bas clergé, hein, a été au service de la Révolution. Il est entouré d'hommes d'église, et par conséquent, il veille, voilà, à ce strict respect, j'allais dire, ce respect à la fois d'une Corse qui est, je dirais, la majorité de la société corse qui est attachée à ses croyances, mais il veille à ce que la religion n'empiète pas sur les choix, les décisions qui sont ceux de l'État. Alors, de l'État corse. En fin de compte, il est, et ça revient souvent dans sa correspondance, in medio stat virtus. Hein, c'est ce qu'il dit. Il dit, en fin de compte, il fait un choix qui est un choix, c'est un modéré. Hein, et on le voit très bien au moment, à son retour d'exil, le deuxième exil en 1789, lorsqu'il revient, bon, il n'est pas opposé, par exemple, à la constitution civile du clergé, du tout, pendant la Révolution. Il ne s'y oppose pas. Bon, en revanche, il est opposé, et ça, alors le mot revient souvent dans sa correspondance, il est opposé à tous les fanatismes. Voilà. Voilà, il est opposé à tous les fanatismes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient, et on l'explique, alors évidemment, fanatisme religieux, mais fanatisme aussi, hein, au moment où la situation se tend en Corse, à partir de 1793, hein, fanatisme aussi idéologique, hein, la terreur, c'est quelqu'un qui n'adhère pas à ce régime. Par conséquent, il est, je le redis, un homme de son temps et qui applique en fin de compte, qui applique en fin de compte, rendez à César, Matthieu 22, hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est pour une laïcité. Alors j'aime pas accoler au mot laïcité un adjectif, parce que on apporte toujours, mais il est en fin de compte pour une laïcité, et je vais le faire tout de même, apaisée, sereine, hein, et qui est une laïcité dans la société corse du XVIIIe siècle, qui se vit sans trop de difficultés. C'est quelqu'un qui accueille des commerçants qui viennent de la communauté juive de Livourne en Balagne. Lorsque des embarcations, je dirais, du baie de Tunis se trouvent en difficulté dans la Tyrrhénienne, bon, il demande aux marins corses de leur porter secours. Hein. Par conséquent, c'est quelqu'un qui a une idée moderne de la laïcité et qui la vit, en fin de compte, tranquillement. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur Paoli, la laïcité et son temps. Merci Eugène. Je vais essayer, en revanche, de poser des questions. Hein. C'est souvent le cas, on va dire, en anthropologie, mais si on pose la bonne question, on a déjà un certain nombre d'éléments de réponse, paraît-il. Hein. Donc, moi, j'avais proposé de réfléchir sur la question du cultuel et du culturel. Alors, je vais quand même préciser d'où je parle, c'est-à-dire de la discipline d'où je viens, l'anthropologie. Bon, évidemment, la question des structures élémentaires, de la religion, du religieux, ça fait partie des grands thèmes, on va dire, de l'anthropologie et de la sociologie, comme tu as rappelé, mais elles sont très parentes, hein, toutes les deux. Voilà. Moi, j'aimerais dire que ce qui m'intéresse, c'est plus le religieux et le rapport au religieux que les religions, qui ne sont jamais que des formes historiques de réalisation ou de manifestation, y compris d'ailleurs politique et culturelle, de certaines réponses face à l'existence. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce rapport au religieux, qui effectivement est permanent, on va dire, dans la manifestation des sociétés. Alors, ça m'intéresse parce que j'y ai travaillé. Hein, et en fait, on va dire que j'ai moins rencontré la question de la laïcité, même si elle est au cœur de nos préoccupations en tant que citoyens aujourd'hui, que la question du rapport au religieux dans mes travaux. Puisque par deux fois, on va dire, quand j'ai travaillé sur les religiosités populaires, donc ça veut dire des mises en forme un petit peu hybrides, hein, de ce qui relève, on va dire, du scénario liturgique imposé par nous, en tout cas ici, la religion chrétienne, et de la mise en forme aujourd'hui et maintenant
tel que les populations, à un moment donné, interprètent et disent aussi quelque chose, non seulement du rapport à la transcendance, à ce qui est supérieur, à Dieu, mais aussi quelque chose d'elle-même. Hein. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, cette question entre cultuel et culturel a commencé à m'interroger, parce que la frontière était parfois un petit peu difficile. Hein. Par ailleurs, quand j'ai travaillé aussi avec mes collègues de sciences de l'éducation, la question s'est posée à un moment donné de savoir, évidemment, s'il fallait continuer, bien sûr, d'enseigner l'histoire des religions, tout va bien, mais la question du fait religieux, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, on donne aussi un certain nombre de connaissances et d'informations sur cette question-là? Et est-ce que c'est enseignable, cette affaire? Voilà. Hein. Donc, par deux fois, on va dire que j'ai été confrontée à la difficulté, non pas de séparer, la loi de 1905 le dit, mais moi, au contraire, de quelque chose qui était intrinsèquement lié. Voilà. Hein. Bon, après, je ne vais pas vous rappeler l'étymologie de cultuel et de culturel qui nous renvoie, d'accord, à notre source latine et qui est effectivement quelque chose qui relève de la pratique, de l'art de la pratique, de quelque chose qui est travaillé par l'art de la pratique. Hein. Donc, disons qu'en tant qu'anthropologue, la situation est un peu plus, on va dire, complexe. Hein. Donc, d'un côté, ça fait exploser la grille des savoirs sur le plan de l'enseignable, hein, et de qu'est-ce qui rentre dans les écoles et dans les universités ou pas. Et de l'autre côté, comment, à un moment donné, entre ce qui relève du dogmatisme des religions et ce qui relève des pratiques quotidiennes, eh bien, doit être distingué. Hein. Donc, bien sûr, loi de 1905, on sépare le sacré du profane, on sépare le spirituel du temporel et on sépare le culturel du culturel. Hein. Mais dans les sociétés qui donnent des réponses, y compris culturelles, de façon institutionnelle, pas seulement dans les pratiques, pas seulement dans les rituels, pas seulement dans les interprétations, mais aussi quand une société donne cette réponse-là par la loi de 1905 et de façon institutionnelle à la question du rapport religieux, évidemment, anthropologiquement, ça nous questionne aussi sur la structure de cette société. Et aujourd'hui, je me dis que, bien sûr, c'est facile pour moi, au moins au bout de 2 voire 3 siècles, on va dire, de sécularisation, de pouvoir raisonner et non pas croire. Voilà, hein. Parce que je suis en situation confortable, je suis dans une université, je suis enseignante et je suis en train de raisonner sur un objet, hein, qui effectivement me questionne. Mais lorsque je suis en situation ou lorsque je suis confrontée aux grandes questions de l'existence, à ce moment-là, évidemment, la question de la raison n'est plus aussi simple que ça. Hein. Et je crois que là aussi, il faut essayer de partager les choses, de répartir les pouvoirs, de répartir aussi les responsabilités. Mais néanmoins, lorsque j'observe la question du religieux, jamais je n'ai observé de l'individuel. La loi de 1905 me dit qu'il faut renvoyer ça au privé, bien sûr. Mais le privé, c'est l'individuel souvent. Or, moi, je ne pratique pas le yoga. Moi, j'ai une religion, enfin, autour de moi, de ce que j'ai observé, la religion chrétienne, par exemple, mais la religion musulmane, les grandes religions monothéistes sont des religions qui sont très collectives. Les phénomènes sont collectifs. Comment on fait pour à la fois renvoyer, je dirais, au privé et à l'individualisme une pratique qui, bien souvent, est collective ? C'est Durkheim qui le dit, il ne peut pas y avoir de sentiment religieux sans communauté des croyants. Et c'est à un moment donné une affirmation de soi avec les autres. Donc ça pose aussi un souci dans la façon dont on sépare ce cultuel et ce culturel, ce sacré et ce profane, ce privé et ce public, hein, et ce spirituel et ce temporel. Hein. Donc, évidemment, l'anthropologue pose les questions. Lorsque on interroge, par exemple, les textes, non seulement de loi 1905, mais par exemple l'UNESCO ou l'Union européenne. Donc, on cherche, on se dit, tiens, où est-ce qu'ils ont bien pu mettre cultuel et culturel? Voyons un peu. Systématiquement, dans toutes les déclarations de droit, y compris dans la charte sur la diversité, il est fait exposer de la diversité culturelle
religieuse, linguistique, etc. Donc, comme si le cultuel était un sous-ensemble du culturel. Hein. Donc, à un moment donné, cette poupée gigogne, parfois un peu, je dirais, explosive, hein, c'est réellement le cas pour nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, évidemment, hein, en ce qui concerne ce phénomène social, ce phénomène collectif, moi, j'aurais tendance à conclure en tant qu'anthropologue que plus il est intériorisé, maîtrisé, on va dire médiatisé par la culture, et plus on abaisse sa charge, on va dire, cultuelle. Voilà. Et donc, plus il entre dans le culturel, et plus la distanciation que préconise la loi de 1905 est faite. Mais, encore une fois, je peux le dire, après 2 siècles de sécularisation, et la vraie question aussi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut demander à des religions qui n'ont pas fait ce travail de sécularisation, voilà, d'être au même résultat que nous? Est-ce qu'à un moment donné, la vraie question, c'est de ne pas chercher à accompagner ces populations-là, ces sociétés-là, ces cultures-là, si elles le souhaitent, pour faire une sécularisation. Hein. Parce que je crois que sans cette démarche-là, en tout cas sans la volonté de cette démarche-là, il est extrêmement difficile de faire autrement. Après, dire que les signes et les symboles, plus on les cultive au sens culturel et moins ils seront cultuels, ça fait abaisser la charge. Mais attention à bien identifier ce qu'on entend par signe, symbole ou représentation cultuelle. Pour mettre les pieds dans le plat, parce qu'on n'est pas en train de faire une table ronde sur la laïcité sans parler des choses. Lorsque on a eu, et j'en finirai là-dessus, l'exemple du port du voile, il est évident que moi, en tant que femme, je ne peux pas accepter le port du voile, parce qu'il n'est porté que par les femmes. Donc à un moment donné, pour moi, ce n'est pas un signe de religion. Ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'affirmation et c'est un signe de domination. Donc attention aussi à ne pas faire passer pour ce qui pourrait être des signes religieux ce qui n'en est pas. Hein. Donc il y a aussi un travail évidemment, mais qui se fait à l'intérieur du propre système religieux. Hein. Il est très difficile de faire travailler les systèmes religieux de l'extérieur. On peut les encourager, on peut les solliciter, mais c'est à chaque religion de faire son travail. On a mis longtemps, nous aussi, à enlever les voiles, ou à prendre les voiles, comme dirait quelqu'un. Voilà, je veux dire, à un moment donné, combien de temps, nos grands-mères portaient, et pour aussi des questions culturelles, hein, ce cheveu qui était protégé, qu'on ne pouvait pas toucher. Décoiffer une femme, c'était évidemment tout de suite porter atteinte à l'honneur de la famille et lui déclarer la guerre. Hein. Donc, à un moment donné, évidemment, ce travail-là, il est fait à l'intérieur des systèmes religieux, à l'intérieur des cultures, et il s'organise dans le temps, j'allais dire, malheureusement, pour tous les drames que certainement nous allons vivre. Mais ce qu'il faut acter, c'est en tout cas le chemin qui doit être fait et le point de départ. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des religions dont nous parlons, notamment monothéistes, je crois que ce discours-là de la sécularisation est en marche, mais qu'il faudra certainement encore du temps pour en observer les résultats. Merci beaucoup à tous les deux. Et ces deux propos montrent bien que l'université est un lieu où l'on apporte des savoirs, mais aussi où l'on interroge, où l'on se pose des questions, qui sont des questions de société, des questions de vivre ensemble. Et je profite d'un moment pour dire que nous aurons un temps de discussion à la fin de la participation de chacun. Nous reviendrons sur certaines de ces questions fondamentales. Nous abordons maintenant le second thème, donc, qui nous tourne vers une approche philosophique de la laïcité, entre reconnaissance des diversités et constitution d'une culture commune. Je donne la parole donc à Jean-Bernard Florès, qui va nous parler de la laïcité et de l'universalisme des Lumières. Merci. Alors merci. Moi aussi, je vais un petit peu poser des questions, parce que je crois que c'est un peu le rôle du prof de philo, de poser des problèmes. Donc je vais essayer de poser quelques questions. Et je vais rejoindre d'ailleurs Doumé Verdogne là-dessus.
Donc, je voudrais partir d'un phénomène un petit peu actuel, c'est la loi sur le, puisqu'on est là pour mettre les pieds dans le plat, la loi sur le séparatisme. Le 2 octobre 2020, le président Macron dit « La laïcité, c'est le ciment de la France unie ». Et donc, j'aimerais m'interroger sur cette notion de ciment. Il dit, voilà, la laïcité n'est pas un problème, c'est le séparatisme islamiste qui est un problème. Alors, je ne reviens pas sur, je ne veux pas parler du séparatisme islamiste, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la question du ciment. Et je vais essayer de poser la question, justement, de revenir sur cette pensée universaliste des Lumières. Alors, le problème ici, c'est que le ciment, il faudrait essayer de remonter à son étymologie. Dans le mot, déjà, laïkos, c'est très intéressant parce que laïkos, c'est à propos du peuple. Donc, si c'est à propos du peuple, ça veut dire que... Alors, déjà, ce n'est pas le peuple, il ne faut pas le traduire le peuple comme démos, mais c'est à propos de la foule, c'est-à-dire un tout indifférencié qui n'est pas encore le peuple. Et donc, il faut distinguer, je crois, ici, le démos du laos. Le démos, c'est le peuple qui vote, qui s'est constitué en unité politique. Le laos, c'est un tout indifférencié. On le trouve chez Homère, dans l'Iliade, qui parle du Laos comme d'une foule de combattants. Donc si c'est une foule de combattants, ça veut dire ici que la laïcité est le premier moment de l'association politique, non pas un moment historique mais ontologique. Et donc la question c'est en quoi la laïcité est la condition de possibilité, non pas de l'existence réelle de l'association politique, mais de son existence conceptuelle. Donc la laïcité c'est d'abord une table rase et il faut essayer de comprendre pourquoi et quel problème ça pose. Donc l'association politique des Lumières est une association qui n'est pas fondée sur un lien préalable pour pouvoir justement accepter tout le monde. Cette association ne rassemble pas des communautés déjà formées qui pourraient justement écarter dans le même temps, en effet en général, ce qui relie sépare, mais des individus qui ne sont pas déjà là mais qui se constituent comme citoyens grâce à l'association. Donc c'est par l'acte même de s'associer aux autres que je deviens un sujet libre. Comme l'explique Rousseau dans le contrat social, je cède une part de ma liberté naturelle, je m'aliène, je me dépossède d'une part de ma liberté naturelle pour devenir un sujet encore plus libre, c'est-à-dire atteindre la liberté politique. Chez Rousseau, donc, la particularité de ce contrat, c'est qu'il me modifie. Rousseau, alors, n'est pas à proprement parler laïque, mais sa pensée laisse penser la laïcité. Nous avons, avec ce pacte social, des individus créés par le pacte lui-même, qui ne sont liés par rien d'autre que par un consentement raisonné. Voilà la particularité de ce lien, voilà la particularité de ce ciment, c'est qu'il n'est pas fondé sur une autorité extérieure, religieuse par exemple, il n'est pas fondé sur autre chose que lui-même. Et c'est donc un lien assez spécial que ce ciment laïque, c'est un lien qui se constitue par la suspension de tout lien, c'est un lien qui ne sépare pas mais qui relie tout le monde. Un protestant entrant dans l'association politique, laïque, n'est plus considéré comme protestant. Il n'est plus ouvrier ou médecin. Cette association crée un individu libre, sans prédicat. Et donc, c'est une conception minimaliste de l'association politique qu'on retrouve dans les Lumières. Cette association politique, c'est une association qui me fait penser un petit peu à un saladier vide, si vous voulez, où il n'y a pas déjà de sauce, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien religieux, il n'y a aucun lien. Et donc, il faut faire entrer, c'est pour pouvoir accepter tous les ingrédients possibles, c'est-à-dire ceux qui sont déjà là et ceux qui vont arriver. C'est en ce sens que c'est une conception minimaliste. Et donc, ce qui me fait arriver à poser un certain nombre de problèmes sur le concept même de laïcité tel qu'il est construit, je crois, dans les Lumières. Premièrement, je voudrais parler du problème de cet individu abstrait. C'est-à-dire cet individu abstrait qui a longtemps été critiqué, d'ailleurs par les contre-révolutionnaires. Par exemple, Joseph de Maistre dit « J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Bon. Voilà, donc déjà, c'est difficile, je pense, de penser cette abstraction. Donc c'est pour ça que, justement, ce qui est intéressant, c'est de poser ce problème-là, ne pas dire il n'y a pas de problème avec la laïcité, il y a un problème, et ce problème conceptuel, il faut justement essayer de trouver des solutions. On pourra en suggérer quelques-unes ensuite. Ensuite, un autre problème qui me semble suggérer deux choses qui sont, si vous voulez,
une sorte de condition de possibilité de la laïcité elle-même. D'abord, un sujet autonome et rationnel. Hein. On se souvient de Kant, et le courage d'utiliser ton propre entendement. Donc, mais c'est, comme le disait Doumet, c'est assez dur de penser par soi-même. C'est déjà difficile lorsqu'on est conditionné, alors ça peut être par une religion, mais ça peut être aussi par une société, par des conditions de travail, par les médias, etc., de penser par soi-même. Et là, effectivement, je crois que le rôle de l'éducation, évidemment, est très important. Également, une morale laïque, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une morale laïque ? Si on veut créer du lien, une fois qu'on a, je reprends mon métaphore du saladier, une fois que j'ai mes ingrédients, etc., il va bien falloir que je crée une sauce qui plaise à tout le monde. Et cette sauce qui plaît à tout le monde, on va la fonder sur quoi ? Sur la raison, parce que c'est la raison qui est considérée comme universelle dans les Lumières. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on crée une morale laïque ? C'est déjà, me semble-t-il, un problème. Et j'ai été confronté, justement, dans mon enseignement de la culture commune, sur la question comment est-ce qu'on transmet cette laïcité ? C'est-à-dire que, et quand bien même, je vais aller encore plus loin, quand bien même on trouverait les moyens de le transmettre, comment ne pas tomber dans la sacralisation de cette valeur ? Parce que si on sacralise, on retombe, à mon avis, dans quelque chose qui n'est pas l'association politique telle qu'elle est décrite dans les Lumières. Et enfin, le dernier problème, là je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que Doumet l'a très bien dit, c'est effectivement le lien qu'il y a entre le politique et le religieux, rejeté dans la sphère privée. La religion, qui est éminemment collective, comme le dit Durkheim, c'est vraiment un problème fondamental. Donc voilà, si vous voulez, les 4 problèmes qui me semblent émerger de cet universalisme des Lumières et qu'effectivement dont on pourrait parler peut-être après chacun à notre tour. Merci. Merci Jean-Bernard. Un propos qui effectivement suscite des harmoniques avec les propos précédents. Jean-Bernard Flores, qui comme un certain nombre d'entre nous, travaille aussi à la préparation des étudiants qui se destinent à l'enseignement. Voilà, donc nous allons aborder maintenant le 3e thème qui s'intitule « Laïcité et culture entre reconnaissance des diversités et égalité des droits ». Donc j'invite donc Alain Di Meglio et Davia Benedetti, s'ils veulent bien s'asseoir à cette table. Donc Alain Di Meglio va nous expliquer d'abord en quoi la laïcité ne nie pas les différences, mais leur permet d'exister sans s'exclure les unes des autres. Et à propos particulièrement du biplurilinguisme qui pourrait apparaître, c'est une question, comme un modèle ou comme un exemple d'une société qui construit du commun dans la reconnaissance des droits linguistiques de chacun. Et puis Davia, ensuite Benedetti, nous parlera de la laïcité à l'épreuve du culturel. Merci. Merci Bruno. Et arrivé à ce stade, on mesure déjà qu'il y a une parole de cette université, puisque, comme tu l'as dit, il y a des choses qui reviennent comme ça. Et puis, je vais être un petit peu redondant aussi. Et puis, merci aussi à toi d'avoir construit cette phrase, parce qu'elle va me servir de socle. Donc, non seulement je l'accepte, mais je la prends pour base du bref propos que je vais tenir ici. Je l'ai disséqué en 3 morceaux. Le premier, c'est la laïcité ne nie pas les différences, elle leur permet d'exister sans exclure. J'ai pris le 2e élément comme 3e point de mon propos, le biplurilinguisme comme modèle et comme exemple d'une société qui construit du commun dans la reconnaissance des droits de chacun. Et le 3e, je me suis un peu perdu dans ce que j'ai construit, mais c'est le plurilinguisme et le commun sera mon 2e propos. Alors, ce premier point, ne nie pas les différences, permet d'exister sans s'exclure. On revient là à la grande problématique, à la grande question de la reconnaissance des diversités, et ça a déjà été évoqué. Comment faire pour distinguer public, privé et des éléments qui, chaque fois, relèvent du collectif et qui nous mettent dans des situations toujours très difficiles, surtout que nous sommes ici à l'Université de Corse, dans une situation où nous revendiquons du petit, nous revendiquons une certaine forme d'exiguïté dans une laïcité qui se veut quand même de façon récurrente comme une grande transversalité ou dédiée à de grands ensembles qui, bien entendu, ne sont pas sans effet d'hégémonie, de domination, tel que pourrait le revêtir aussi l'acception d'universalité si on n'y prend pas garde.
Donc, point fondamental, consensuel, ne pas nier les différences, leur permettre d'exister sans exclure. La laïcité ici, telle que nous la défendons, ça n'est ni de l'effacement, ni dans un autre versant, ni de l'exaltation. Ça, c'est un premier point. Le point 2, c'est une société dit qui construit du commun. Alors, ce commun, il va engendrer un certain nombre de questionnements aussi, notamment en matière des langues. Et il y a une vraie problématique que nous travaillons ici depuis au moins la naissance de l'université, si ce n'est au moins depuis une 50aine d'années, à travers la thématique qui a fondé ma recherche et mon engagement en tant que chercheur, c'est comment développer et faire valoir une langue qui a capitalisé dans l'histoire, qui est la langue corse, à côté d'une langue qui est venue ensuite sur l'île de Corse, qui est le français, tout en sachant que l'île de Corse a connu bien d'autres effets de culture, par exemple en passant par l'italien. Donc, il y a une véritable problématique du commun à travers, bien entendu, la question des langues. On pourrait l'énoncer assez simplement ainsi. La citoyenneté qui bâtit du commun doit-elle reposer sur une langue unique? Et là, on a déjà tout un questionnement qui s'ouvre. Par exemple, même sur la société française, je cite ici Alain Renaud dans Le Monde il y a quelques années, il dit que de jure, aucune forme de multiculturalisme en France n'est reconnue, alors que de facto, la société est multiculturelle. Et alors, on se retrouve de fait dans une problématique de reconnaissance d'une seule langue. Comment se bâtit la citoyenneté française aussi dans cette optique-là? Eh bien, au XIXe siècle, on distingue la sphère publique qui va organiser la citoyenneté et qui va accueillir l'école, la culture, la langue de la citoyenneté. Et tout le reste, la religion, les langues régionales, seront rejetées dans la sphère privée. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur cette distinction du public et du privé, mais on voit bien que du point de vue de l'approche de ce qui est constitutif du collectif, on a un questionnement, une question majeure qui se pose là, dans le fait que le commun peut sans doute s'accommoder de la pluralité, si j'anticipe déjà sur ma conclusion. Pour revenir un petit peu sur cette langue du citoyen qui est devenue au fil du temps unique. Je crois qu'il y a un grand malentendu, peut-être sur lequel il faudra revenir un jour dans le contrat de citoyenneté qui nous unit à la France. C'est le fait que, là je cite un collègue de l'université de Fribourg, qui de l'extérieur analyse le grand dialogue entre les philosophies, la sociologie de la nation, par exemple entre Ernest Renan et des sociologues allemands, et pour consentir au fait qu'il y a un préalable à la citoyenneté allemande qui est le préalable de la culture, alors que la France procède de l'inverse, c'est-à-dire que la culture préalable n'est pas justement anticipée. Et à partir de ça, de ce modèle allemand comparé au modèle français, ce plébiscite du quotidien, comme dit Ernest Renan, ce contrat social qui part des Lumières, on l'a évoqué tout à l'heure, il dit « Si la langue est devenue un élément de l'identité nationale, ce fut une conséquence et non pas le fondement de l'appartenance à la nation. » Donc, je trouve, en allant un petit peu vite, que au fil du temps, par rapport à ce postulat, qui est un beau postulat, celui d'une citoyenneté construite sur le contrat social, la France s'est un petit peu trop ethnicisée sur sa langue et un petit peu crispée sur ce phénomène-là de langue unique qui doit absolument incarner la citoyenneté. Voilà. Donc, le biplurilinguisme, c'est le troisième point qui était ton second, qui m'amène vers ma conclusion. Le biplurilinguisme peut être un modèle d'éducation scolaire au sein d'une république laïque tout à fait acceptable. On éduque, on construit le commun
avec 2 langues du citoyen, par exemple, et par l'étude et la reconnaissance de plusieurs. Ce sont des modèles que l'on développe ici à travers les bonnes pratiques de notre école primaire et qui marchent, ma foi, plutôt bien. Le commun est aujourd'hui gigogne, c'est un mot qui a déjà été employé tout à l'heure par Doumé Verdonne. Dans les territoires, on peut très bien s'accommoder aujourd'hui d'un nouveau commun de citoyenneté qui prenne en compte l'Europe, la Méditerranée, la France, le monde, même la Corse en son sein, qui peut avoir évidemment un rapport à la pluralité de ce type. Donc au bout du compte, le modèle de la laïcité tel que nous le discutons aujourd'hui par la parole de l'Université de Corse, me semble-t-il, et qui est à peu près récurrent dans les propos qui se sont développés, c'est de comprendre qu'une langue n'est pas tout à fait une religion quand même si la religion pose question aussi, permet d'appréhender les questions de la diversité sans l'exclusion, sans nier les différences, pour le retour au point 1. Et en phrase de conclusion, je dirais que la laïcité doit contribuer à construire du commun, on le met en discussion, tout en nous affranchissant, bien entendu, des dérives du communautarisme, et qu'à ce titre, les langues sont des outils, elles ne portent pas en elles du prosélytisme, ou alors elles le portent toutes, et le pluriel est compatible avec le commun, et n'est surtout pas le fait de telle ou telle langue. Voilà pour ce qui est de cette approche et de ce qui a conduit un petit peu ma recherche durant ces années universitaires. Je passe la parole à Davia dans la foulée. Merci, bonjour à tous. Donc, comme on l'a entendu au travers de différentes interventions, le concept de laïcité oriente une conduite politique et il se fonde sur la République française, il est constitutionnalisé et il stipule donc une neutralité de l'État vis-à-vis des religions et une égalité de droits pour tous. Alors se pose la question de savoir dans quelle mesure une neutralité laïque et une égalité des droits peut assurer un vivre ensemble pacifié. Alors moi, j'aborde la problématique au niveau culturel et j'y réponds brièvement selon 3 axes de réflexion. Alors d'abord, le concept de laïcité a émergé d'un long cheminement socio-historique. Il est rattaché, on l'a vu, à l'universalisme des Lumières et aussi à la notion de nature humaine. Or, dire qu'il y a une nature humaine est une construction culturelle qui n'est pas partagée par toutes les sociétés. De la même manière, le droit humain est une construction culturelle. Nier le caractère culturel des droits humains serait compromettre le dialogue diplomatique qui peut exister et qui peut être fait pour adopter ces droits humains et les adapter. Donc, un fait culturel est négociable et adaptable. Universaliser, naturaliser une construction intellectuelle comme la laïcité et la dépouiller de sa dimension culturelle, la fige et l'empêche de s'adapter. Donc pour résumer, il s'agit de prendre en compte la dimension culturelle de la laïcité et de son discours universaliste pour lui permettre de s'adapter aux situations de la mondialisation, donc la situation actuelle. Et donc la mondialisation ouvre sur un second axe, avec les mondialisations de technologies, avec les mondialisations des flux, les migrations, avec également la transnationalisation du terrorisme islamiste, avec les multiculturalismes locaux, les problèmes de vivre ensemble et de liberté de conscience se mondialisent aussi. Et au sein d'un État, comme l'État français, ces problèmes-là concernent des personnes qui sont mobiles, qui ont des citoyennetés différentes et aussi des parcours de socialisation divers. Donc, ces problèmes, ceux qui ont un caractère religieux, à connotation religieuse, sont exacerbés aussi par des crises. Notamment, dès le XXe siècle, la crise des idéologies, avec l'effondrement des grands récits, à laquelle se sont ajoutées d'autres crises de socialisation, d'identification et autres. Et toutes ces crises émanent de contextes, émanent de facteurs socioculturels différents. Et du coup, la situation est difficile à discerner. Alors, il est toujours tentant de désigner la religion et son caractère irrationnel comme coupable, dirons-nous.
Et pour autant, il me semble qu'il ne faut pas restreindre la grille d'analyse seulement à la religion et à la dichotomie, l'opposition religion-laïcité. Il faut observer le terrain sociétal, la société dans son style de vie, dans ses demandes, pour solutionner les problèmes à connotation religieuse. Et dernier axe, donc, l'autonomie d'un individu n'est pas seulement due à sa raison, selon la pensée qui nous est héritée des Lumières. Ses prises de décision, ses prises d'expression, ses prises de religion correspondent aussi à un contexte, à un milieu culturel. Les individus se sociabilisent dans un groupe culturel qui va influencer leur vision du monde, qui va influencer aussi leurs choix sociétaux, religieux. Et donc, il faut, pour que les individus se déterminent vers une culture commune qui est nouvelle pour eux, il faut que cette culture commune soit suffisamment porteuse de sens pour qu'ils acceptent une remise en question de leur propre culture d'origine. Et enfin, donc, l'égalité des droits et une neutralité étatique sans discernement des différences, des réalités sociétales, peut conduire, dans un contexte aujourd'hui qui est libéral, qui est d'économie de marché, peut conduire à une culture commune qui soit anomique, iconoclaste, et du coup, ça priverait des richesses des différences dans une société, des pans entiers de cultures minoritaires pouvant disparaître. Et donc, il me semble qu'il faut sauvegarder les cultures autochtones, sauvegarder les langues minoritaires, au service de la libre détermination des hommes d'aujourd'hui et de demain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos interventions, parce que je crois qu'elles ouvrent une question fondamentale, une sorte de cette tension que l'on sent entre la citoyenneté abstraite, qui rejette le côté d'un individu abstrait les convictions religieuses, comme si la société pouvait en quelque sorte s'en débarrasser, s'en emporter. Et puis, d'un autre côté, ce concept émergent qui serait la citoyenneté culturelle, finalement, la reconnaissance au cœur même du commun, de la reconnaissance de la diversité, ce qui évidemment suppose un travail sur les territoires, sur ce qui nous est commun, sur ce qui nous permet de vivre ensemble. Je crois que c'est une dimension très importante sur laquelle peut-être on reviendra tout à l'heure. Donc maintenant, nous abordons le quatrième et dernier thème, celui de la laïcité dans la transmission des savoirs. Donc Sébastien Queneau et Thierry-Antoine Santoni vont, si vous le voulez bien, venir à la table. Donc Sébastien va nous parler, va se demander si l'on peut encore enseigner des savoirs à l'heure de la post-vérité. Et Thierry nous parlera de la laïcité dans la formation des enseignants, notamment à l'INSP de Corse, dont il est le directeur. Merci. Merci Bruno. Alors, puisque l'école, c'est le savoir, pouvons nous demander que fait la laïcité au savoir, et si aujourd'hui nous pouvons encore enseigner des savoirs à l'heure de la post-vérité. L'école connaît un certain nombre de crises, elle détenait le monopole de la vérité, elle se voit aujourd'hui mise en cause de toutes parts, crise de l'autorité, faits alternatifs, fake news, perte de légitimité des médias traditionnels, demande de reconnaissance et de réparation, thèse complotiste, thèse conspirationniste. Alors nous allons tout d'abord distinguer les savoirs savants des savoirs enseignés avant d'aborder leur statut dans l'ère de la post-vérité. Que sont donc les savoirs ? Kant s'interrogeait déjà « Que puis-je connaître ?» Les savoirs s'opposent aux croyances à la fois, ils sont fondés sur la science et non pas sur des récits bibliques ou religieux. Les savoirs enseignés sont pourtant également inscrits dans un récit, dans une sémiologie. L'histoire enseignée est un roman qui peut parfois s'accommoder de l'erreur historique. Renan, Michelet et d'autres encore aujourd'hui, peuvent illustrer ou défendre même cette idée. Même les mathématiques euclidiennes se fondent sur des axiomes, c'est-à-dire sur des vérités admises sans aucune démonstration. Alors que l'homme n'est pas qu'un être rationnel et abstrait, il est aussi amoureux, obsessionnel, superstitieux, religieux. Nous avons aussi affaire à l'existence, disons, d'un conflit de savoir. Nous comptons depuis moins d'un an plus de 60 000 publications scientifiques relatives à la Covid. En moins d'un an également, certaines furent retirées avec fracas et qui accréditent parfois des thèses critiques à l'égard de la légitimité, à l'égard de la valeur des savoirs savants. Rechercher à savoir, ce n'est pas chercher le bien, ce n'est pas chercher plus vite que les autres, ce n'est pas chercher le juste, c'est chercher la vérité, c'est apprendre à savoir. Alors les critères de scientificité défendus par Karl Popper,
qui sont anciens aujourd'hui, font encore objet de débat pour distinguer la science de la non-science, pour établir une démarche scientifique. La sociologie a montré aussi que les critères de scientificité étaient des constructions sociales pour la légitimité des disciplines notamment, et la scientificité, mère de la vérité, ne correspond pas forcément à des critères éternels et absolus de vérité. Alors que sont donc les savoirs enseignés à l'école ? Eh bien, comment l'école détermine les savoirs qui peuvent, qui méritent, qui doivent être enseignés ? La transposition didactique opère selon des étapes développées depuis maintenant une quarantaine d'années, avec Chevalard, Perrenot. On passe d'abord des savoirs savants aux savoirs enseignés, c'est le curriculum formel. On passe des savoirs enseignés au savoir enseigné, le curriculum réel, et puis il demeure donc les apprentissages réels, effectifs, durables, la mémoire des élèves, une mémoire qui est parfois dépourvue de la généalogie du savoir. Alors aujourd'hui, nous sommes, paraît-il, entend-on ici et là, dans les médias notamment, que nous serions entrés dans l'ère de la post-vérité. La post-vérité, c'est le mot de l'année selon le dictionnaire d'Oxford. Ce sont les circonstances dans lesquelles les faits objectifs, le mot de l'année en 2016, c'est relativement récent, c'est les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. En gros, ça signifie qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est ce qui est liké, c'est ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Plus on like, plus nous aurions tendance à croire que le fait est réel. Cette année, par exemple, le terme, un des mots de l'année, puisque le dictionnaire Oxford en a retenu plusieurs du fait de cette année particulière, l'année 2020, c'est le terme canon, du nom d'un des mouvements complotistes aux USA, ce qui illustre en fait une tendance de fond, lorsque l'on regarde, disons, ce qui peut se passer ces dernières années. La philosophe Myriam Revaud-Dallon explique que la post-vérité porte avant tout atteinte aux vérités de fait, plutôt qu'aux vérités scientifiques et rationnelles, qui aujourd'hui seraient un petit peu moins remises en cause que les vérités de fait. Et donc la post-vérité, c'est ce mode qui est aujourd'hui non scientifique, mais qui demeure néanmoins un mode de recherche de la vérité, qui ne se fonde pas sur des procédures de certification de la vérité, et qui cherche des certitudes afin d'établir, de ressentir une forme de sentiment de savoir, de sentiment de savoir un petit peu plus, de vérifier aussi, une forme de sentiment de sécurité, alors que les incertitudes, c'est important, alors que les incertitudes de la scientificité peuvent parfois générer un sentiment d'insécurité. Et le philosophe Dorian Astor, qui a publié récemment un ouvrage sur la passion de l'incertitude, dit à cet égard que établir une certitude, c'est surtout surmonter une crainte. Alors qu'est-ce que fait la post-vérité à l'éducation et pourquoi est-ce que ça peut être un enjeu scolaire qui nous intéresse aujourd'hui au sujet de la laïcité ? Eh bien, les médias sont tout d'abord les premiers réceptacles de l'expression de ces mises en cause de la vérité, mais l'école, puisque on observe, disons, l'école est en première ligne, puisque si elle a pour tâche de transmettre des vérités scientifiques, des vérités de fait, c'est-à-dire ce que l'on peut nommer comme un capital symbolique, intellectuel, eh bien, elle a également pour tâche de former le citoyen. Et lorsque l'on observe ce déplacement, disons, de conflits de valeurs du terrain doctrinaire, idéologique, religieux, eh bien, sur le terrain scolaire, eh bien, l'école devient donc cet espace de conflits potentiels. Alors pour terminer, on pourrait terminer sur 4 observations, disons, relatives à la laïcité, au savoir, à la question de la post-vérité. Tout d'abord, observons le format actuel. Les commerces et les temples ont pu rouvrir ces derniers jours. L'université demeure encore fermée, ce qui peut nous donner un certain nombre d'indices aussi, peut-être sur la place du savoir dans nos sociétés. Deuxième point, la post-vérité peut interroger aussi notre appréhension de l'école juste, en sus, disons, de l'approche sociologique développée par les inégalités d'éducation. Elle peut aussi interroger notre conception de la bonne école. Qu'est-ce qu'une école publique pour tous ? C'est un enjeu du XXIe siècle, même si c'est une idée qui est beaucoup plus ancienne. Et puis, l'école doit peut-être aussi nous apprendre à aimer l'incertitude. C'est l'incertitude qui permet justement de lutter contre les fanatismes de Pauli, contre les dogmes, et de savoir jouer aussi avec, de vivre avec, alors que l'école, c'est la norme, c'est juste ou faux, que l'on cultive aussi l'idée des sciences dures, des sciences exactes, frère de Thierry qui vient, disons, de ce monde-là, et qui diffuse parfois aussi une idée radicale,
accomplit, disons, de la vérité, une forme quelque part de représentation fausse de la vérité et qui fait peut-être aujourd'hui basculer plus rapidement encore notre monde dans l'ignorance. La science n'est donc pas la vérité, mais c'est sa recherche. C'est l'art, ce n'est pas l'art de trancher, mais plutôt celui d'aiguiser. Et puis, peut-être un dernier point, peut-être que l'école devrait s'intéresser aussi à l'explicitation de la construction des savoirs savants afin d'apprendre aux élèves, de leur donner le goût de la science, de l'aider afin de retrousser, disons, la généalogie entre le savoir enseigné et le savoir savant. Parce que si ici, nous savons tous, nous partageons, je crois à peu près tous, la connaissance que la Terre est ronde, eh bien combien d'entre nous sont-ils encore capables d'expliquer comment l'a-t-on découvert ou vérifié? Je vous remercie. Merci Sébastien. Je vais en profiter, moi, pour préciser aussi, comme je suis issu des sciences dures, on dira, que je n'ai peut-être pas les outils, et j'ai beaucoup appris dans les discours de mes collègues sur tous ces principes et ces concepts. Et dans les outils sciences dures, on dira, on n'est pas forcément à se poser les questions de cette manière-là, mais on retrouve bien sûr dans les outils de la recherche la même philosophie dans l'approche des concepts, des hypothèses et des solutions qu'on peut y proposer. Moi, j'interviens au titre de la direction de l'INSPE en tant que directeur de l'INSPE et j'ai sollicité par Bruno Garnier pour répondre ou pour essayer d'expliciter un peu la question de la formation sur les INSPE. Bon, ce n'est pas nouveau la question de la laïcité dans les INSPE, dans les UFM, dans les ESPE, dans les INSPE. C'est un sujet qui devient complexe sur plusieurs points, sur le fond, mais aussi sur la mise en œuvre. J'en parlerai dans mes propos, comment ça va se dérouler, comment ça va être mis en œuvre, comment c'est accepté, comment ça se traduit en fait. Et c'est une question qui est prégnante, que ce soit au niveau des étudiants, des enseignants, mais aussi des personnels de l'éducation pour objectif d'éduquer, de former bien sûr les élèves. Au sein de l'INSPE de Corse, on a vécu bien sûr tragiquement cet événement de l'assassinat de Samuel Paty. Est née naturellement une discussion au sein de l'INSPE par un groupe de discussion et des propositions spontanées ont été faites par certains enseignants pour répondre à des questions d'étudiants, mais aussi on s'est retrouvé devant des enseignants un peu plus démunis face aux questions des étudiants. Donc c'est une question prégnante et il va falloir amener des solutions même si des choses existent. Moi, pour essayer de construire un peu la réponse opérationnelle que peut proposer l'INSPE à cette question de la laïcité, je suis allé voir un peu ce que disait, par exemple, le rapport de l'Observatoire de la laïcité sur la situation des établissements, où il y a une analyse qui est faite sur une situation quand même relativement apaisée dans les établissements. On a une exacerbation, une chose très forte qui s'est passée avec Samuel Paty, mais le constat fait qu'il y a une situation apaisée, même si ça sous-entend quand même qu'il y a des problèmes, des problématiques qui sont traitées, des inquiétudes qui sont soulevées et certaines difficultés. Ce qui est complexe aussi à analyser, c'est qu'il n'y a pas d'outils pour mesurer ces conflits. Donc, même s'il y a une sorte d'ignorance qui semble exister au sein des élèves, parfois même des enseignants, il y a aussi une forte pression de manipulation malveillante qui semblerait subsister. Donc voilà ce qui est un peu exposé dans le rapport de l'Observatoire à la laïcité, et aussi une problématique au niveau de la formation. Alors ce que relèvent aussi d'autres enquêtes et d'autres analyses, c'est que 74% des enseignants du système éducatif français disent qu'ils n'ont jamais eu de formation relative à la laïcité. C'est assez fou quand on analyse ce chiffre, mais on peut essayer de l'analyser de différentes manières. Alors, ceux qui ont eu une formation disent aussi qu'elle était de mauvaise qualité ou mal proposée, dont le volume n'était pas suffisant. Donc, c'est assez problématique lorsqu'on se pose la question de la laïcité, mais on va essayer d'y répondre de manière un petit peu diverse sur un certain nombre de propositions. Alors, pour préciser un petit peu le contexte aussi de l'INSPE de Corse, on est dans une phase où on renouvelle notre offre de formation avec des injonctions ministérielles, avec un certain nombre de choses à mettre en œuvre, des référentiels de compétences, où est très clairement affiché la notion de partager des valeurs de la République. Ça, ce sont des choses qu'on doit mettre en place, et c'est assez contraignant dans la mise en œuvre. Parce qu'au-delà de la laïcité, bien sûr, vont venir cohabiter un ensemble d'autres éléments et un certain nombre d'autres valeurs. L'égalité homme-femme, lutter contre la discrimination, une école inclusive, la laïcité, bien sûr, ce sont un ensemble de valeurs communes qui doivent être transmises. Bien sûr, vient s'ajouter à cela l'acquisition des savoirs disciplinaires, le développement, l'attitude de futurs professionnels avec des compétences linguistiques et numériques et un ensemble d'éléments sur ces thématiques-là, et aussi
l'acculturation ou la sensibilisation à des outils de la recherche. Donc tout ça, c'est à faire un ensemble très important avec une préparation au concours et une volonté d'un épanouissement professionnel par la suite. Tout ça dans un volume de 800 heures. Donc là, on voit un petit peu une contradiction parce qu'on nous demande de faire énormément de choses sur des sujets très complexes et d'essayer de résoudre cela dans un volume très contraint. La question qui se pose, c'est sur la laïcité. Nous, dans l'INSPE de Corse, on va avoir une réponse très précise là-dessus, mais est-ce qu'on doit rendre la laïcité très visible dans nos formations ou est-ce qu'elle doit être diluée dans l'ensemble? Ou est-ce que c'est un chemin entre les deux? C'est une question très prégnante parce que ça voudra dire qu'on va apporter une réponse différente dans la manière dont on le propose. Sur la formation aussi, là aussi, moi je cite le travail de Canopé parce que j'ai pu aller voir un peu ce qui était proposé, mais pour les supports d'enseignants, il existe énormément de supports et il y a beaucoup de ressources à ce sujet. Donc dans cette phase opérationnelle, l'INSPE de Corse va essayer de répondre de manière très simple à cette sollicitation. Première chose, on a choisi, ça existe depuis un certain temps et c'est porté par notre référent laïcité Bruno Garnier, c'est de créer un événement autour de cette thématique qui est la journée de la laïcité, qui est imposée à nos étudiants, mais c'est un moment où des débats, des informations, des conférences, c'est un moment qui est inscrit dans la carte de formation. Autre élément aussi, et tu l'as souligné Sébastien, c'est la thématique de recherche. Quand on doit se poser des questions sur la laïcité, la recherche, la méthodologie de la recherche sont des outils d'analyse critique et de réflexion qui sont hyper importants, donc il faut les développer. Et on a choisi autour de thèmes de parler d'école et société, donc ce seront aussi à ce niveau-là qu'on pourra aborder ces questions-là. Autre élément aussi, c'est se poser la question de la laïcité. Doit-on traiter comme un élément, un module d'enseignement, ou doit-on traiter ça de manière très transversale? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore tranchée et qu'il faudra discuter. Alors, bien sûr, on a un élément de culture commune qui traite de cette question-là, mais est-ce que seuls les enseignants de culture commune doivent avoir cette sensibilité ou est-ce qu'on doit diffuser tout ça à travers l'ensemble de la formation? Donc ça, c'est un élément qu'on devra discuter, mais c'est un élément en cours de réflexion. Autre élément, est-ce que l'INSPE de Corse, par le savoir universitaire, toutes les interventions qui ont eu juste avant moi le démontrent, doit proposer une formation continuée sur ces thématiques-là, en lien avec les partenaires académiques. Donc ce sont énormément de chantiers qui débutent en 2021, qu'on va essayer de répondre, bien sûr, en lien avec le référent laïcité, et c'est un processus qui doit évoluer dans le temps. On ne peut pas le rendre figé, le rendre immuable, c'est quelque chose qui doit évoluer, doit être réfléchi, et on doit mener des solutions au fur et à mesure. Pour conclure sur cette question de la formation dans les INSPE, c'est que la laïcité, c'est une valeur, mais peut-être plus un principe politique. Est-ce que seul le secteur de l'éducation est garant de la notion de vivre ensemble, mais est-ce qu'il doit être le seul? Est-ce que c'est juste par le biais de la formation qu'on doit y arriver, ou est-ce que ça doit être ailleurs, autrement? C'est une question qui peut être soulevée là-dessus. La question aussi qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce qu'on doit se tourner seulement vers l'école pour traiter cette question de laïcité, ou est-ce qu'une formation plus large aux citoyens peut être portée? C'est une question aussi qui peut être débattue. Merci beaucoup Sébastien et Thierry. Je crois que le thème que vous avez abordé me paraît vraiment fondamental et au cœur de la crise que nous vivons actuellement. Enfin, si Condorcet était assis sur l'un de ses sièges et nous entendait dire qu'il y a plusieurs vérités, je crois qu'il serait surpris. Et effectivement, il y a bien une crise des savoirs. Et je crois que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que les savoirs sont contestés, et pas seulement les savoirs des sciences humaines, mais aussi les savoirs scientifiques. On a eu une conférence de Guillaume Lecointre qui nous a parlé de la difficulté à transmettre aux élèves des savoirs astronomiques, des savoirs sur, par exemple, la théorie de l'évolution. Donc, les enseignants que nous formons à l'INSP vont être confrontés très certainement à ce relativisme des savoirs, et il ne leur suffira pas de dire c'est la science qui parle à travers ma bouche, comme les enseignants de la Troisième République, dont on ne contestait pas le fait qu'ils détenaient le savoir unique. Là, je crois que c'est une question vraiment fondamentale et je vous remercie de l'avoir abordée. Puis il y a une autre question soulevée par Thierry, c'est la grande difficulté à rendre la laïcité enseignable. Elle est difficile aussi à rendre enseignable au sein même de l'INSP parce qu'elle traverse toutes les disciplines et on ne peut pas en faire un contenu
forcément uniquement à part, déconnecté de l'ensemble des disciplines et de la vie scolaire aussi. Donc je pense que ce sont vraiment des questions fondamentales et je vous remercie vraiment de les avoir posées. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre, bien que le temps soit écoulé, si c'est possible, quelques minutes encore, parce que j'aurais voulu qu'il y ait peut-être une discussion entre les membres, mes collègues membres de cette table ronde. Il n'y a pas de table ronde, mais enfin, on va dire que c'est une table ronde. Mais d'abord, peut-être, je donnerai la parole aux quelques personnes qui sont dans la salle. Nous avons été contraints, évidemment, de ne pas l'ouvrir publiquement, mais il y a quand même quelques collègues, quelques personnes. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous à poser à nos collègues? Oui, alors je donne la parole à Théodora Balmont, directrice de la bibliothèque de l'Université de Corse. C'est les plus jeunes que moi qui veulent parler. Bien sûr, on aura le temps. Écoutez, merci beaucoup pour ces interventions vraiment très éclairantes sur différents points, le point du culturel, du culturel, de la sphère publique et de la sphère privée, sur la diversité, les langues et le commun, enfin tout ce qui a été dit, les différents types de savoir, la production de savoir, comment ces savoirs s'établissent. Alors moi, je vais vous poser encore, et sur Paoli, naturellement, mais comme je suis assez nulle en histoire, je ne vais pas m'avancer sur ce point-là, mais c'est un personnage qui serait vraiment intéressant de mieux connaître pour ma part. Alors, j'ai encore des questions à vous poser, peut-être pour animer le débat. Moi, je me posais la question en vous écoutant, surtout sur le thème du commun. Et j'ai lu dernièrement un texte là-dessus du philosophe François Julien qui faisait un contraste, qui mettait en tension le terme de universel et de uniforme. Et il disait, voilà, il ne faut pas confondre, enfin, d'après ce que j'en ai compris, il ne faut pas confondre l'universel et l'uniforme. Et c'est le fait d'avoir un petit peu confondu l'universel et l'uniforme qui fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dissonance entre ce qu'on cherche à faire passer comme valeur commune en, quelque part, nivelant les diversités. Et sans que cela devienne ensuite des relativismes ou des particularismes, parce qu'il dit qu'il faudrait imposer, effectivement, comme tous vous l'avez dit, un partage de quelque chose, et que cette obligation de partage devrait pouvoir prémunir contre des formes de relativisme. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est un autre philosophe, Miguel Benassayag, qui, lui, souhaite remettre le conflit, alors pas le conflit d'une manière forte et agitée, mais le conflit comme étant un vecteur de discussion, pour justement un petit peu ne pas faire semblant qu'il n'existe pas d'évolution. Vous en avez tous parlé en disant qu'il faut que c'est pas un concept qui doit rester figé. Donc est-ce que peut-être remettre un peu le conflit comme étant une valeur de discussion, peut-être dans le sens où Habermas l'entend dans l'intercompréhension, c'est-à-dire que les gens peuvent échanger et arriver petit à petit, peut-être ou peut-être pas, à un certain consensus. Voilà, c'est un peu les questions que j'aimerais vous poser. Et la dernière, peut-être, mais je ne sais pas si vous aurez le temps de le faire, c'est plutôt du côté des auteurs qui prônent, qui essayent de prôner les diversités de toutes sortes, donc diversité de genre, de religion, diversité culturelle, excusez-moi, ethnique, etc., notamment les féministes qui ont mis, vous connaissez tous le concept d'intersectionnalité, et elle dit, une de ces philosophes qui s'appelle Harding Sandra, nous dit ceci: ce qui serait intéressant pour faire évoluer les choses, c'est véritablement d'aller au bout du subjectivisme, c'est-à-dire de se mettre dans la position de quelqu'un que l'on ne comprend pas du tout, non pas pour dire qu'on va adopter ces positions, comme tout à l'heure l'a dit Doumé Verdon, on ne va pas se mettre à porter le voile parce qu'on comprend tout à coup pourquoi une personne porte le voile, mais au moins pour essayer d'élargir, comme elle le dit, le champ épistémique. Voilà. Alors, je donne la parole à qui veut la prendre. Très brièvement, les collègues pourront compléter sur cette contestation du fait que l'universel n'est pas l'uniforme. Moi, je pars souvent de ce mot de Miguel Torga, qui est un philosophe portugais, si je ne m'abuse. L'universel, c'est le local sans les murs.
À partir de là, on voit bien que cette vision de l'universel, c'est un petit peu comme la notion de civilisation. Si on part du principe qu'il y a une vérité absolue, quelque chose qui s'est figé dans le temps, comme les savoirs, sans qu'on en fasse le tri, eh bien, ça peut donner toutes les dérives que l'on a connues dans les colonisations, les acculturations, etc., etc. Donc, des philosophes comme Édouard Glissant ont revisité. Il oppose par exemple la notion de diversalité à la notion d'universalité. Et à partir de là, on peut, sur le discours de l'Université de Corse par exemple, discuter l'universel pour déjà le mettre dans une mosaïque qui est tout le temps à nourrir, tout le temps à trier, tout le temps à discuter, parce que c'est un travail qui est une élaboration permanente et jamais figée. C'est impossible de savoir ce qui va relever de l'universel ou pas. Le capital des hommes est un, ce qu'il y a dedans est éternellement à construire et surtout à légitimer, voire ensuite à institutionnaliser. L'école a institutionnalisé un universel, mais on sent bien aujourd'hui qu'il est sans cesse remis en cause. Voilà. Donc, pour aller dans ton sens, non, surtout pas. L'universel n'est pas l'uniformisation. L'uniformisation est un double danger. Un danger souverainiste de domination politique et un danger consumériste parce qu'en uniformisant, on fait consommer beaucoup plus facilement et beaucoup plus largement et on fait de nous des êtres soit dominés, soit consommateurs et à partir de là, on peut avoir la lucidité de s'y opposer. Je ne sais pas si... Voilà, Doumé. La parole. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas changé le contrat social. Parce que la diversité, une fois qu'on s'est tous entendus pour dire qu'elle est présente, ça, il faudrait vraiment être nihiliste pour ne pas la reconnaître. Ensuite, la question des droits se pose quand même. Hein. Donc, la citoyenneté culturelle suppose, on va dire, d'établir un contrat avec l'ensemble des parties ou une situation qui est subie. C'est-à-dire que là, on est tous différents et on a sûrement des différences linguistiques, religieuses, qu'on pourrait multiplier à l'infini. Cette situation, on ne l'a pas forcément choisie. Donc, comment on passe d'une situation subie, parfois conflictuelle, parfois hiérarchisante, parfois dominante, à une situation qui va être choisie. Donc, pour passer du subi au choisi, je rejoins ce que disait tout à l'heure mon collègue Jean-Bernard Flores, il faut revoir le contrat, qui est effectivement un contrat social avec l'ensemble des parties, et admettre, y compris dans un État, et y compris dans un État-nation tel qu'on les connaît aujourd'hui, qu'on peut être aussi titulaire de droit et avoir droit à une culture, à une langue qui n'est pas celle du pays dans lequel on vit et de l'État dans lequel on est citoyen. Voilà. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de pas à faire sur la question... au-delà, on va dire, de la reconnaissance des diversités, pour aller jusqu'à l'élaboration de ce contrat social qui nous permettra, on va dire, les formes dont on a parlé tout à l'heure, de notamment laïcité apaisée. Hein. Et la question des États multiconfessionnels, puisque aujourd'hui, on a été aussi invité à cette réflexion-là sur la question du religieux, il y en a très peu. Hein. C'est la Bosnie-Herzégovine qui, après le terrible, on va dire, conflit du Kosovo, est la seule aujourd'hui à avoir un État multiconfessionnel. Voilà, hein. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, hein. Donc je crois qu'il faut travailler, y compris à la structure des États-nations, pour qu'à un moment donné, cette question de la séparation du pouvoir de l'État et de l'Église soit enfin séparée. Parce que la difficulté des États-nations aujourd'hui à être multiconfessionnels témoigne bien aussi de leur attachement quand même à des origines qui sont parfois très très religieuses, en termes même de pensée du pouvoir, hein, tel qu'il est exercé. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire, y compris dans nos sociétés dont on pense qu'elles ont terminé leur sécularisation. À l'exercice du pouvoir, si on les observe à l'aune de l'exercice du pouvoir, politique notamment, pas toujours. Bon, c'était pas vraiment des questions, hein, mais
Mais par rapport à... Non, mais c'est pour faire un peu la suite. Hein. Vous avez parlé donc de l'universalisme, du conflit, de la question de la diversité. Et Alain, lorsqu'il évoque la question, alors certes, voilà, est-ce que l'universalisme, ça favorise la consommation? Je peux avoir aussi le sentiment presque inverse, que ça favorise la consommation, mais alors d'identité plus particulière, en tout cas d'autres identités, et que l'on peut en tout cas, l'on peut aujourd'hui vivre nos identités en consommant les modes ethniques, etc. C'est-à-dire la consommation de quoi? Mais en même temps, ça peut aussi alimenter, justement, par effet de balancier, une recherche aussi d'autres cultures. En tout cas, une quête de soi, quête d'authenticité, un désir d'enracinement, et qui aujourd'hui, du fait justement de l'universalisme qui a taillé, qui a coupé vraiment, disons, les modes de transmission culturelle, du fait de la professionnalisation aussi de la transmission culturelle, parce que les enfants passent de moins en moins de temps avec leurs parents ou leur famille au sens élargi, mais de plus en plus dans le centre aéré, dans le club, etc. On professionnalise la transmission, et ce qui fait que ça accentue aussi ça peut accentuer des ruptures, et donc ce qui peut nous intéresser, c'est aujourd'hui, mais c'est qui transmet et qu'est-ce que l'on transmet. Et donc, comme l'on transmet finalement très peu, me semble-t-il, d'éléments culturels, parce que même lorsque... Doumé a raison, parce que si on est tous d'accord avec le discours d'Alain, le contrat social, est-ce qu'il a vraiment changé? Ben non. À l'heure actuelle, non. Et donc, comment l'individu répond-il à la fois à ce désir, à la fois à son adhésion au discours d'Alain et finalement au mur présenté par Doumé, en gros dire bon, mais le contrat c'est toujours le même. Comment on fait? Eh bien, le troisième chemin, c'est la consommation, pour le coup, hein, la société de consommation. En tout cas, c'est mon sentiment. Et notre imaginaire aujourd'hui ne s'irrigue plus que par la consommation. Ça peut être par tel ou tel mode vestimentaire, tel ou tel club de foot qui représente l'identité d'un pays. Maradona, hein, on en a beaucoup parlé il y a 15 jours, hein, puisque nous sommes le 9 décembre. Donc, vous voyez, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est la société de consommation et qui construit ces nouveaux imaginaires et qui sont véhiculés notamment par... peut-être que YouTube est un plus grand prescripteur, certainement un plus grand prescripteur culturel en Corse que ne pourront l'être les professeurs formés par l'INSP de Corse. À mon avis, ça sera le cas, et c'est peut-être déjà le cas. Et ça, c'est quand même c'est le réel. Voilà, hein, donc entre notre idéal, disons, les valeurs idéales et le réel, en tout cas, disons que, alors d'où vos questions sur le conflit, en tout cas sur le débat, ça c'est nécessaire, en tout cas il faut le faire vivre. Parce que si on dissimule le conflit, parce que l'universalisme c'était une façon de dissimuler les différences, de dissimuler le conflit. Sauf que le conflit ressort, hein, inévitablement, et apparemment il ressort, malheureusement. Hein, voilà. C'est pas vraiment une réponse non plus à ce qui n'était pas une question, mais bon voilà. Attends, on va prendre par le micro, comme ça... Juste pour dire à Sébastien que ce que fera l'INSP, mais que ne fera pas YouTube, c'est d'apprendre aux jeunes que tout ne se vaut pas. Et qu'à un moment donné, on a beau pratiquer tous autant qu'on est la séance de cours inversée et évidemment de renvoyer les jeunes à l'outil informatique. Néanmoins, leur souci, c'est que quand ils sont confrontés au flux qui arrive d'Internet et compagnie, l'idée, c'est que tout se vaut, c'est-à-dire ma parole en tant qu'enseignant, la parole de celui qui parle sur Internet, celui qui fait une vidéo sur ceci, la télé, etc. Non, tout ne se vaut pas. Et la question, c'est quels sont les critères qui permettent à un moment donné de valider les argumentaires, les raisonnements, les savoirs qui sont évidemment aujourd'hui... y compris en conflit, hein, puisque évidemment, il va falloir aussi construire cette culture-là de l'enseignant qui doit, quand il est face aux étudiants, avoir à l'idée l'ensemble des informations qui sont reçues par ces étudiants et qui va devoir les aider à hiérarchiser, on va dire. Merci. Oui, sur la question de l'universalisme versus uniformité, je crois qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un malentendu sur les valeurs de la République dont nous parlons aujourd'hui, qui sont entachées quand même d'un certain nombre de concepts d'idéologie
colonialiste dont on a quand même beaucoup de mal à se débarrasser, parce que les valeurs de la Troisième République, c'est quand même l'idée que la France est devenue détentrice d'une culture universelle qu'elle propage généreusement à des populations qui, semble-t-il, n'avaient pas de culture ni de civilisation, puisqu'ils peuvent profiter de celle, l'unique, la vraie, qui leur est donnée. Je crois qu'il y a quelque chose là on entend encore dans les discours politiques, cette ambivalence, cette ambiguïté. Or, si on revient au principe de 1789, c'est-à-dire avant que la Révolution devienne anticléricale, férocement anticléricale et unilinguiste, monolinguiste, c'était avant tout un contrat de citoyenneté sur le fait que les citoyens sont citoyens parce qu'ils résident sur un territoire. C'était le lieu de résidence qui était fondateur de la citoyenneté. Ce n'était pas l'adhésion à une culture supposée, commune, universelle, etc. L'universalisme, c'était les droits seulement, ce n'était pas la culture. Alors, le problème, c'est que le monoculturalisme d'État s'est quand même installé plutôt à la fin du 19e siècle, et on a du mal à clarifier, à mon avis, aujourd'hui, les choses en matière de savoir si la citoyenneté, c'est le fait de vivre ensemble sur un territoire dans la diversité qui est la nôtre et dans le partage de certaines conditions qui nous permettent de tisser du lien social, des valeurs de solidarité, etc. Ou bien si c'est partager une culture commune qui risque d'être effectivement une monoculture dominante. Donc je pense que là, il y a un travail que l'université peut faire, enfin fait, à travers, je pense qu'ici, on a beaucoup travaillé sur ces questions, notamment, je pense au colloque de 2011 sur la citoyenneté culturelle, celui de 2014 sur diversité et formation des citoyens. Bon, je pense que ce sont des questions sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, et j'espère que cette table ronde aura pu apporter à ceux qui l'écouteront quelques lumières au sens propre du mot. Merci. Merci à vous.